Bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir permis de vous présenter effectivement la notion de ressources, sens large. On va bien sûr focaliser aujourd'hui sur la ressource géologique, aborder certains des enjeux sociétaux. On ne va pas pouvoir tout balayer effectivement, mais on va pouvoir effectivement évoquer certains enjeux par rapport à ces ressources géologiques. Et je vous présente ici un bébé. C'est pas n'importe quel bébé, c'est un bébé américain. Donc effectivement, ce bébé américain, on sait déjà que actuellement, dans notre rythme de consommation actuel et avec nos activités actuelles, il va consommer un certain nombre de ressources. Donc ici sont localisées certaines ressources géologiques, du sel, des argiles, du pétrole, du fer, du charbon. On va évoquer certaines de ces ressources minerais, matériaux au cours de cette journée. Donc on sait qu'on consomme, et on consomme des ressources géologiques, on pourrait faire exactement la même chose avec des ressources biologiques. Ce qu'on va consommer en tant que nourriture, etc. Alors un petit statut particulier pour l'eau, l'eau qui est effectivement vitale pour notre organisme. Donc effectivement, quand on zoome sur l'eau, on se rend compte que par rapport à l'eau vitale, si on calcule une moyenne de tant de litres par jour, multiplié par le nombre de jours dans l'année, et puis une moyenne de 70-75 ans, on obtient un volume qui est assez conséquent déjà. Et puis si on regarde toute l'eau qui est utilisée en dehors de notre aspect vital, on se rend compte que c'est relativement conséquent. Donc pour un bébé américain, c'est de l'ordre de 2500 mètres cubes. Donc à ajuster par rapport aux autres bébés, c'est-à-dire un bébé malien, c'est clair qu'il va consommer beaucoup moins d'eau qu'un bébé américain, on aura l'occasion d'en reparler. Donc effectivement, une ressource géologique, on va essayer déjà de la définir, et j'ai choisi de faire cette présentation en suivant un petit peu du coup cette filière industrielle. On pourra en discuter ensuite. Vous ne m'entendez pas? Ok. On abordera un petit peu les modalités de sa formation géologique. Je vais épargner les biologistes, on ne va pas faire énormément de géologie, mais voir quels sont les éléments importants par rapport à ça. Et puis ensuite discuter de comment est-ce qu'on le prélève, comment on l'utilise, et quels sont les aspects recyclage et tout ce qu'on entend par mine urbaine qui peuvent être pris en compte pour pallier aux difficultés d'approvisionnement. Et puis on abordera certains enjeux économiques et géopolitiques sous-jacents, en tout cas ouvrir des questions et ouvrir des interrogations par rapport à ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'une ressource? Effectivement, quand on se pose la question d'une ressource, qu'est-ce qu'on entend par ressource? Une ressource, c'est une réponse à un besoin. Donc, quelque chose ne devient ressource que si c'est pour répondre à un besoin nécessaire, en l'occurrence à l'homme. Donc effectivement, Damien a bien insisté sur la différenciation entre différents types de besoins. On va pouvoir distinguer les besoins énergétiques des autres besoins. Donc dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, on va pouvoir identifier les besoins liés à l'énergie, le pétrole, le gaz, le charbon, par rapport à d'autres besoins. On va en discuter ensuite. Par rapport à ces ressources, une autre vision qu'on peut avoir, c'est effectivement dire le ressource et tout le milieu naturel qui est présent. La ressource, ça va être l'ensemble des potentialités que va offrir le milieu minéral, c'est-à-dire qu'une ressource peut répondre à un besoin, mais peut également être quelque chose potentiel, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser dans le futur. On discutera de cette notion de ressources passées, actuelles, futures. Qu'est-ce que c'est qu'une ressource dans le temps ? Donc on pourra distinguer le milieu minéral, bien sûr, l'eau, les sels minéraux, etc. Et puis on peut également penser au milieu organique, avec l'ensemble des ressources qui peuvent nous être apportées. Alors un petit rappel, effectivement, quand on parle de ressources, il faut se reprojeter et se remettre dans l'aspect développement durable. Ça avait été l'occasion d'une conférence, d'une journée organisée par l'AFP-SVT en 2010. Quand on parle de trouver des métaux, fournir de l'énergie, c'est vraiment un problème sociétal. On connaît tous le rapport Brundtland qui avait évoqué ça. Si on le résume, c'est de tout, pour tout le monde et pour toujours. Donc on peut discuter de ça. Est-ce qu'on veut vraiment avoir du pétrole pour tout le monde, pour toujours? C'est pas vraiment ça le questionnement. Le questionnement derrière le pétrole, c'est avoir accès à l'énergie pour tout le monde et pour toujours. C'est pas avoir accès au pétrole. Donc on va en discuter. Donc je vais pas développer ça. Ça va être développé par plein de conférences. Je vous invite à aller sur le site que Muriel Cauchy
assez bien organisé et toutes les conférences sur cette journée-là sont mises en ligne, mais effectivement, par rapport à la notion de ressources, hein, ça rejoint les problématiques de développement durable, hein, quelque chose d'économiquement rentable, environnementalement soutenable, on va dire ça comme ça, ouais. et puis sociétalement équitable. Alors les ressources géologiques, donc on peut les lister, j'en ai peut-être oublié certaines, on peut tourner autour de ces ressources géologiques, hein. J'ai mis le vent et le soleil dans les ressources géologiques, hein. Comme le disait Damien, tout est parti du système solaire, donc on reste dans la géologie. On a l'eau, le soleil, la géothermie, le minerai, le vent, le sol, les matériaux, et effectivement on voit que ces ressources géologiques n'apparaissent pas de manière égale au sein des programmes, et ça on va en discuter. Alors, on sait qu'au sein des programmes, il y a énormément de ressources qui sont liées autour des ressources pétrolières. Alors moi, ce matin, en plus, ça tombe bien, c'est mon domaine d'expertise, je vais mettre le balancier un petit peu plus sur les ressources minérales et discuter de ces ressources minérales, puisque ça va être le futur des programmes. On en discute énormément actuellement dans notre société. Donc, comme on a discuté il y a 20-30 ans et qu'on discute encore actuellement des ressources énergétiques, donc le futur de nos programmes va voir débarquer dans nos programmes les aspects ressources minérales. Alors, dans ces différents types de ressources, on pourrait prendre chacune des ressources et puis faire une description, un inventaire, voir comment on va les trouver. Les matériaux, par exemple, les matériaux géologiques entrant dans la construction d'une maison. Tout géologue qui a formé au CAPES connaît cette leçon de CAPES qui tombe régulièrement. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'une maison? Qu'est-ce qu'il y a dans une maison? Qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Et puis, effectivement, on peut prendre une maison, regarder de quoi est formé son gros œuvre pour avoir la partie matériaux, puis après le petit œuvre pour avoir la partie plutôt métaux. On pourrait décrire tout ça. On pourrait aussi se pencher sur la notion de minerai. Qu'est-ce que vraiment un minerai? Un minerai, c'est une anomalie de concentration d'un élément qui est habituellement dispersé dans la croûte terrestre. Et puis, si on revient sur quelque chose de beaucoup plus développement durable, en allant sur le penchant économique, c'est tout solide, liquide ou gaz qui est économiquement rentable. Si ce n'est pas économiquement rentable, ce n'est pas un minerai. D'accord? Donc un minerai, c'est une notion instantanée. Quelque chose qui est économiquement rentable aujourd'hui, l'était peut-être pas hier, le sera peut-être plus demain. Donc le minerai, c'est une notion complètement instantanée et ça, on va en discuter. Donc matériaux, minerais, on pourrait discuter de la géothermie, on pourrait discuter du vent, des sols, qui vont nous apporter également énormément de ressources. On ne va pas faire ça aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps de le faire. Mais effectivement, on peut s'intéresser à tous ces aspects-là. Alors, si on revient à cette notion de développement durable, ça va soulever une première question par rapport à ces ressources géologiques. Est-ce qu'on doit réserver les ressources actuelles, définies aujourd'hui, donc on est bien d'accord qu'une ressource, ça va pouvoir évoluer, pour les générations futures? Est-ce qu'une ressource d'aujourd'hui, on doit la préserver pour les générations futures? Je reprends l'exemple du pétrole. Est-ce qu'il faut préserver une partie de pétrole d'aujourd'hui pour nos générations futures? Alors, j'ai mis exprès une ressource ancienne qui fait débat, effectivement, puisqu'on va parler de l'amiante. L'amiante était bien sûr une ressource, c'était économiquement rentable, c'était une ressource qui était utilisée dans notre quotidien pour tout ce qui était isolation. Alors, bien sûr, effectivement, maintenant, ce n'est plus une ressource, puisqu'on se rend compte que ça a un impact non négligeable sur notre santé. Mais les connaissances évoluent, les technologies évoluent, et des matériaux, des éléments qui étaient considérés comme des ressources utiles, des roches utiles, hier, sont considérés comme non-ressources aujourd'hui. Donc une roche comme la serpentine, qui était une ressource géologique pour nous donner de l'amiante, n'est plus une ressource. De la même manière, les connaissances qui évoluent, les technologies qui évoluent, ce qui était une roche inutile, je mets bien sûr inutile entre guillemets, on est bien d'accord sur ce terme-là, constituera peut-être une ressource de demain. Donc Raymond Michels aujourd'hui vous présentera les ressources énergétiques et les ressources pétrolières non conventionnelles, qui seront peut-être les ressources exclusives dans ce domaine-là demain, quelles sont les natures, quels sont les enjeux. On entend parler également de toutes les ressources qui peuvent nous être apportées par les fonds marins, notamment les monodules polymétalliques, on en discutera un petit peu. Je vous invite à aller voir sur le site de l'Ifremer
le rapport qu'ils ont fait, qu'ils ont sorti en 2011, par rapport à ces ressources minérales marines profondes, pour voir un petit peu les enjeux qu'il y a là-dessus. Si on regarde un petit peu, du coup, ces nodules polymétalliques, on se rend compte qu'il y a du manganèse, qu'il y a du fer, mais qu'il y a également du nickel, du cobalt, du zinc, du cuivre, et puis ce dont on parle beaucoup en ce moment, à tort ou à raison, pour en discuter, des terres rares. Il y a ça dans les nodules, dans les encroûtements, dans les sulfures hydrothermaux, bref, le sous-sol marin peut nous apporter des ressources nécessaires actuellement. On va cibler sur un exemple, l'aluminium. Alors, si on prend l'aluminium, si on regarde la composition de notre route terrestre actuelle, on a bien sûr énormément d'oxygène, énormément de silicium, des anions, et puis notre premier cation, notre premier métal qui va être présent en grande quantité dans la croûte, ça va être l'aluminium. On a en moyenne 8% d'aluminium dans la croûte. Ok ? Donc on commence à se dire, ok, 8% d'aluminium dans la croûte, est-ce qu'on va un jour manquer d'aluminium? On va pouvoir discuter de ça. Le minerai actuel de l'aluminium, c'est la bauxite. La bauxite, c'est une roche sédimentaire, résiduelle, qui résulte de l'altération d'un granit, porteur de minéraux d'aluminium, en climat tropical. Donc le minerai exploité actuellement, c'est la bauxite avec des teneurs moyennes d'aluminium qui sont de l'ordre de 30 à 50%. Donc on se rend compte qu'entre la teneur moyenne dans la croûte, le Clark dont on discutera tout à l'heure, on a une moyenne de 8% et une teneur d'exploitation qui est de l'ordre de 30%. Donc on doit multiplier par 4, par 5 la teneur initiale pour avoir un enrichissement économiquement rentable. Économiquement rentable. Une autre ressource énorme pour l'aluminium qui se développe, c'est le recyclage. 100% de l'aluminium qui est trié est recyclé. C'est lié aux propriétés de ce métal qu'est l'aluminium, avec une température de fusion élevée, etc. Il est très facile de recycler l'aluminium. Donc j'ai mis un exemple des canettes, effectivement, où on ne le voit pas, mais c'est l'opercule qui est essentiellement constitué d'aluminium. Tout ça, c'est recyclable. Donc on sait que l'aluminium, on va pouvoir commencer à l'insérer dans une économie un petit peu circulaire, on en parlera tout à l'heure, on peut recycler l'aluminium. Et demain, quel sera le minerai d'aluminium? 8% dans la croûte, ça veut dire qu'on n'est pas en manque d'aluminium. On ne sera jamais en manque d'aluminium. Il y a de l'aluminium. Est-ce qu'un granit, qui présente à peu près, ça dépend des granites, on va prendre un granit peralumineux, 15%, entre 12 et 15% d'aluminium, ça sera le minerai du futur. Alors pourquoi est-ce qu'un granit n'est actuellement pas un minerai actuel? C'est parce qu'un granit, c'est pas économiquement rentable de récupérer de l'aluminium dans issus des feldspaths. Technologiquement, c'est dur. Et puis ça demande une quantité d'énergie et donc une quantité de dollars pour sortir cet aluminium de la roche qui est assez conséquent. Donc pour le moment, c'est technologiquement difficile et puis économiquement absolument pas rentable. Un autre exemple, l'eau de mer. On ne va pas dire que c'est une eau qui n'est pas énormément présente. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau de mer? De quoi est composée l'eau de mer? On dit des sels, essentiellement de sel, de l'eau. Si on veut regarder ce qu'il y a essentiellement dans l'eau de mer, on a essentiellement des halogénures et des alcalins. Alors un petit rappel, c'est pas la géologie, c'est la chimie. Les biologistes, ils vont pouvoir... On prend le tableau de Mendeleïev. On regarde où sont les alcalins. Tout le monde connaît les alcalins. Les alcalins, c'est la première colonne, c'est ceux qui ont un seul bras, donc ils sont bien gros. Le lithium, le sodium, le potassium. On a ces alcalins qui vont être présents dans l'eau de mer. On a également les 1 bras, mais côté anionique, le fluor, les chlorures, les bromures, l'iode qui vont être présents dans cette eau de mer. Ok, les teneurs sont très faibles, mais on a un potentiel d'alcalins qui sont présents et d'halogénures qui sont présents dans cette eau de mer qui est assez conséquent. Donc un petit rappel par rapport à ça, le diagramme de Goldschmidt, bien présent dans les programmes de CAPES, qui nous permet de comprendre la localisation de ces alcalins et de ces halogénures. Donc effectivement, un des alcalins qui est visé par rapport à cette exploitation potentielle, future, on verra, l'avenir nous le dira, c'est le lithium. Donc on voit énormément de papiers, d'articles de journaux, de discours par rapport à ça. Le lithium,
en demande constante, en augmentation. Pourquoi? Pour l'utilisation de batteries électriques. Si on veut évoluer et passer la dépendance par rapport au pétrole pour les déplacements, il faut trouver d'autres apports d'énergie. Le lithium est une des solutions envisagées pour des batteries qui sont électriques. Donc on dit effectivement, on passe de devenir le pétrole du futur, ça va servir dans les déplacements. Je vous donne une idée de l'augmentation du prix de la tonne de lithium entre 2003 et 2012. Donc sur 9 ans, on a fait x10 la tonne de lithium. Alors ça, c'est pas anodin, on le voit avec le prix de l'or, on le voit avec le prix de l'uranium. Et quand on fait de la métallogénie, on est sans arrêt en train de regarder les cours et regarder ce qui se passe. C'est pas anodin. Je vous rappelle, un gisement, que ça soit pétrolier, que ça soit métallique, ça va être une anomalie de concentration qui est économiquement rentable. Donc si c'est économiquement rentable, on va pouvoir l'exploiter. Ça va devenir un gisement. Donc on commence à avoir des choses qui vont devenir économiquement rentables si le prix du lithium augmente de manière suffisante pour que le traitement d'une eau de mer pour récupérer du lithium soit économiquement rentable. Actuellement, ça ne l'est encore pas. Mais pourquoi pas? Du coup, les ressources qui sont exploitées aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier et ne seront fort probablement pas les mêmes que celles de demain. Je vous donne un exemple du cuivre. Si on regarde l'allure des mines de cuivre au 19e siècle, donc ici c'est des mines de cuivre du Québec, les mines de cuivre qui sont actuellement fortement exploitées dans la cordillère des Andes, ici vous avez l'exemple de la mine de cuivre de Chuquicamata au Chili, ou les mines de cuivre qui seront peut-être exploitées demain. Je vous laisse les géologues regarder la nature des roches qui sont présentes dans ce pré à vaches, des schistes, des shales, il y a du cuivre dedans. Ce qu'on voit effectivement, c'est que quand on regarde les gisements et l'évolution des gisements, on a dans l'exploitation des gisements, globalement, une baisse des teneurs assez conséquente, et puis lié à cette baisse de teneur, une augmentation des volumes qui vont être exploités. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au développement, déjà à la rareté de plus en plus des gisements à haute teneur, donc on se rapatrie sur des gisements qui ont des teneurs de plus en plus faibles, et puis technologiquement, on est capable de récupérer des éléments métalliques dans des teneurs qui sont beaucoup plus faibles. Donc ça nécessite effectivement, en parallèle de tous les aspects économiques, d'être toujours en action d'innovation pour l'exploration. Laure Barrier vous présentera aujourd'hui ce qui se fait sur les recherches d'hydrocarbures par rapport à la tectonique des plaques et zoomer sur les marges passives. Mais quel que soit l'élément, la ressource d'intérêt, il y a effectivement une innovation nécessaire pour l'exploration. Il y a beaucoup de ressources sur lesquelles les gisements haute teneur, petit volume sont trouvés depuis longtemps. Donc il faut évoluer sur les gisements de demain qu'on va pouvoir exploiter. Alors, je reviendrai sur cette diapo-là. Je vais vous présenter également une ressource, ce qu'on connaissait au début du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 100 ans. Il y a 100 ans, quand on commençait à découvrir l'uranium, ce qu'on avait découvert de l'uranium, c'est que l'uranium, c'était énergétique. Donc l'uranium, ça pouvait apporter beaucoup d'énergie. Mais il y avait confusion dans énergie et énergie. Voilà, je vous présente un petit peu les produits qui étaient présentés à l'époque. Alors ça nous fait un peu halluciner, on va dire, mais peut-être que dans 100 ans, ils diront, ils sont fous, ils utilisaient les OGM, vous vous rendez compte? Ils ne se rendaient pas compte. Peut-être que dans 100 ans, ils diront ça. Mais avec les connaissances de l'époque, il y a 100 ans, on engraissait les animaux avec des produits radioactifs, on proposait des boissons enrichies en produits radioactifs pour avoir de l'énergie, c'était important d'avoir de l'énergie, de la crème, etc. La laine préconisée pour les bébés, les bains de boue radioactifs pour les rhumatismes, et puis j'aime beaucoup la ceinture en caoutchouc qui permettait de maigrir, ça c'est sûr. Voilà, donc effectivement toujours se dire, une ressource et l'utilisation que l'on va en faire, c'est forcément lié à la connaissance que l'on a, connaissance scientifique que l'on a du produit. Alors bien sûr, cette connaissance scientifique, elle passe toujours par l'innovation. L'innovation, ça va être quoi? Ça va être le coupage entre de la recherche, de la connaissance, on va apporter de la connaissance, le développement que l'on va en faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va utiliser la connaissance scientifique obtenue pour développer ça dans un produit, et puis l'expertise que l'on va pouvoir à la fois avoir en termes de recherche et d'industrie.
Alors quand même, aujourd'hui, actuellement, l'uranium, il est utilisé pour d'autres fins que l'énergie quotidienne de l'homme sans ce juste corps humain. On connaît l'utilisation qu'on en fait dans la production électrique et dans le milieu médical. Et puis d'autres utilisations un petit peu moins connues, comme les effets pyrotechniques, la conservation des aliments, etc. Donc la notion de ressource, elle est instantanée. Une ressource, c'est une notion qui est instantanée. Alors une fois qu'on a dit ça, si on se base sur notre modèle actuel de consommation, on se dit ça sert à rien de garder la ressource pour demain, puisque demain ça sera peut-être plus une ressource. Donc ça c'est la vision très caustique hein, de la croissance et de la consommation à tout va, mais effectivement il y en a qui disent bah, si la ressource est instantanée, la première constatation de dire c'est que ça ne sert à rien de garder des gisements qui sont définis actuellement pour les générations du futur, puisqu'ils ne sauront peut-être pas quoi en faire. Alors que nous actuellement on sait quoi en faire. Donc je provoque exprès, hein, j'espère que vous réagissez là-dessus. Et du coup, quand on parle de ressources renouvelables et ressources non renouvelables, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On entend beaucoup hein, dans les programmes, ah bah ça c'est une ressource renouvelable, ça c'est une ressource non renouvelable. On en parle pour la géothermie, on en parle pour tout ça. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire une ressource renouvelable ou non renouvelable s'il a déjà la notion de ressource est instantanée? Voilà, donc ça c'est des problèmes de temps et d'échelle hein, qu'il faudra discuter. On parle d'un aspect ressources renouvelables, non renouvelables, l'échelle des temps géologiques, et puis nous on parle d'une ressource qu'on va consommer à l'échelle humaine. Donc il y a une notion de temps et d'échelle qui sera présentée cet après-midi qui est intéressante. Alors moi j'aime beaucoup quand il y a des étudiants qui me demandent mais pourquoi est-ce qu'il y a que des terres rares en Chine? Alors actuellement il n'y a que des terres rares qui sont produites en Chine, ça commence à changer, peut-être parce que les normes environnementales chinoises sont un peu moindres, on pourra en discuter. Je vous présente ici l'ensemble des ressources carbonées et métalliques qu'il y en a en France. On a des ressources potentielles en France. Ce ne sont encore pas des gisements, puisqu'ils ne sont actuellement pas économiquement rentables. Quoique, je pense que si on était au Canada, la minette de Lorraine présente dans ma région serait déjà réexploitée. Après, ça dépend d'autres aspects politiques dont on parlera tout à l'heure. Mais on a des ressources, on a tout ce qu'on peut imaginer. On a de l'uranium, on a de l'aluminium, on a de l'antimoine, on a de l'or, on a du fer, on a du charbon, on a du pétrole. On a ça en France, on en reparlera. Alors les modalités de sa formation géologique, alors ça je vais passer relativement rapidement, mais effectivement, une ressource, pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir la trouver. Donc il faut connaître un minimum les modalités de sa formation en milieu géologique. Vous avez ici la carte de la France. Même si on n'est pas géologue, on sait qu'on a des différences entre les roches qui vont constituer les massifs hercyniens, le massif central, le massif armoricain, les Vosges, etc. Des grandes roches qu'on va pouvoir trouver dans les bassins, le bassin parisien, le bassin aquitain. Et effectivement, on sait qu'on va pouvoir trouver essentiellement des roches magmatiques et métamorphiques dans les massifs hercyniens, et puis des roches sédimentaires dans les bassins, que ce soit le calcaire, le grès, qui va pouvoir être exploité. Damien citait le gypse tout à l'heure, après dans les ressources minérales, on peut développer cet aspect-là. Donc connaître un minimum notre ressource, notre produit, savoir qu'un granit, c'est pas une roche sédimentaire, hein, ça peut aider effectivement à savoir ça. Alors pour les métaux, ça se complique un petit peu, puisque c'est des éléments chimiques qui vont pouvoir subir tous les processus géologiques, que ce soit des processus profonds ou des processus de subsurface. Et moi je dis essentiellement, si on veut comprendre la métallogénie, faut connaître ce tableau de la classification périodique. Si on n'a pas compris le tableau cette classification périodique, on ne peut rien comprendre en métallogénie. Donc il faut repartir de la base de la chimie minérale et savoir comment se comportent les éléments chimiques. Les métaux, c'est avant tout des éléments chimiques. Connaître également quelques processus de différenciation, et ça commence par les processus de différenciation initiaux. Vous avez ici le nombre atomique et l'abondance relative dans le système solaire. On sait que plus le nombre atomique augmente, plus l'abondance relative diminue. On connaît les processus qui vont générer cette relative dans le système solaire. On sait que plus le nombre atomique augmente, plus l'abondance relative diminue. On connaît les processus qui vont générer cette abondance, les multiples de 4, l'abondance du fer, etc. On ne va pas rentrer dans ces connaissances-là.
Mais ça, c'est important à connaître pour comprendre les abondances relatives de ces éléments également dans le système Terre. Okay, on ne peut pas avoir une abondance plus forte dans notre système Terre que ce qu'il y a dans le système solaire. Ça ne va pas être possible. Et si on matérialise justement cette abondance dans le système solaire avec les chondrites, vous avez ici une ligne noire qui va matérialiser la teneur des éléments dans les chondrites. On voit qu'on a des éléments qui sont beaucoup plus abondants, comme le fer, et puis des éléments qui sont beaucoup plus rares, comme l'or, comme l'uranium, comme l'argent, qui présentent des numéros atomiques relativement élevés. Donc, l'abondance d'un élément dans notre croûte, puisque c'est la croûte qu'on va pouvoir exploiter, elle va résulter à la fois de l'abondance relative initiale qu'il y avait dans le système solaire et des mécanismes ensuite de différenciation. Mécanismes de différenciation qui sont liés au comportement chimique de notre élément. On va différencier les différentes enveloppes de notre Terre en fractionnant déjà les métaux et les silicates, puis ensuite les fractionnements magmatiques, cristaux liquides, cristallisation fractionnée, fusion partielle. Et on va du coup enrichir ou appauvrir relativement notre croûte terrestre de certains éléments par rapport à leur comportement plutôt sidérophile, calcophile, lithophile, etc. Donc on va avoir des éléments qui, par rapport aux chondrites, dans notre croûte terrestre, vont pouvoir être appauvris, comme l'or. Donc on voit que l'or, il n'a pas de chance, il n'est déjà pas très présent dans notre système solaire, et en plus les processus de différenciation primaire font qu'il va être encore plus appauvri dans notre croûte terrestre. Par contre, l'aluminium, on connaît son comportement, lithophile, et en plus incompatible, il va être fortement enrichi dans notre croûte terrestre par rapport à la valeur chondritique. Donc ça, c'est juste des éléments de réflexion, de dire effectivement, quand on a un gisement c'est une anomalie de concentration économiquement rentable, ça doit résulter de processus de concentration, et ces processus de concentration, ils sont liés déjà, enfin ils ne sont pas liés, mais ils ne peuvent pas s'affranchir de la teneur moyenne que va avoir un élément déjà au départ. Donc je vous ai donné quelques valeurs, 2,7 grammes par tonne pour l'uranium, largement inférieur pour l'or, et ça on peut raisonner pour n'importe quelle ressource. C'est un peu moins vrai pour les matériaux, où la formation d'un granit, ou la formation d'un calcaire, ou la formation des grès vont prendre des processus qui sont à beaucoup plus grande échelle, mais vous aurez un aperçu effectivement sur la formation des combustibles fossiles qui sont des anomalies. Si on prend l'intégralité de la biomasse qui a été créée au cours du temps et puis ce qu'il y a en combustibles fossiles, on voit que ce sont également des anomalies. Donc actuellement, dans tout ce qui est ressources, on reprend énormément un paradigme qui est développé par les pétroliers depuis longtemps, tout ce qui est source, transport, dépôt. Effectivement, nous, par rapport à l'exploitation de la ressource, on va s'intéresser au dépôt, sa conservation, mais il faut s'interroger sur l'ensemble de cette filière pour vraiment bien comprendre le système métallogénique, le système pétrolier, le système de mise en place de notre ressource. Et puis son emprise géographique qui va forcément générer des aspects sociétaux, des aspects politiques. Il y a une étudiante au CAPES, il y a 1 an ou 2 ans de notre académie, qui a eu une question à l'oral sur les ressources et sur la relation entre les conflits en Afrique et sur les ressources en Afrique. Voilà. Donc on voit que ça arrive également dans les questions de CAPES et ça va débarquer bientôt dans nos programmes. Et puis bien sûr son emprise temporelle qui est un élément important. Il ne reste plus que 2 minutes déjà. Ok. Alors je vais passer ça. C'est très important de connaître effectivement la classification de Mendeleïev. J'insiste là-dessus. Si vous ne connaissez pas le monde étrange des atomes de Defern et Gassner, je vous invite à aller les voir. Ça nous permet de comprendre les 1 bras, les 2 bras, les multibras et de comprendre leur comportement. Et surtout, à l'époque, on parle beaucoup d'évolution du mariage, parce que c'est vraiment qu'un minéral. Et dans les minéraux, ils sont beaucoup plus ouverts que nous, puisqu'il y a tout jusqu'à la communauté qui est présente. Alors les modalités de son prélèvement, il me reste pas beaucoup. Prélèvement, on est bien d'accord que les modalités vont être très variables selon la ressource que l'on va viser. Si on a de la bauxite, du pétrole, du granit ou du charbon, la ressource va être effectivement exploitée de manière complètement différente. Je vais passer, puisque j'ai prévu beaucoup trop. Je pensais avoir 45 minutes, mais en fait j'ai beaucoup moins. Je passe. Je suis vraiment désolée. Ou alors on diminue les questions. C'est un choix qu'on peut. Je pense qu'il y aura des questions sur le sujet, donc je pense qu'il faut quand même qu'on garde. Voilà, donc je vais plus insister sur
Alors l'utilisation par le milieu industriel, je reviens sur Mendeleïev, maintenant en connaissance chimique, les éléments sont bien connus et on a une utilisation de chacun des éléments qui est effectuée pour tout. Alors on sait bien qu'on découvre encore des utilisations, on découvre qu'on peut remplacer le nickel par du manganèse, on a des évolutions dans les utilisations, on découvre pour tout ce qui est haute technologie l'utilisation des terres rares qui sont relativement importantes, mais effectivement on connaît maintenant bien les éléments chimiques, donc du coup on sait l'utilisation que l'on va pouvoir en faire. Un élément intéressant, c'est de voir tout ce qui est présent par exemple dans un moteur. J'ai pris un moteur français. Quand on voit la quantité de différents types de ressources nécessaires dans un moteur, c'est pas anodin. À la fois en termes de métaux et à la fois en termes de matière organique. On pense toujours qu'un moteur c'est fait uniquement de métaux, etc. On a besoin de matière organique pour fabriquer un moteur. Et effectivement, on va avoir des constructeurs, des industriels qui vont s'interroger sur l'approvisionnement des ressources et on voit qu'ils vont développer des gammes de voitures qui vont utiliser des métaux et des matériaux et des éléments qui vont être différents pour pouvoir ne pas être bloqués par un approvisionnement relatif d'une des ressources. Si vous regardez la Mégane et la Logan, elles ne sont absolument pas composées des mêmes éléments métalliques et si vous prenez en plus chez Renault leur partie Nissan, vous avez encore des métaux et des éléments qui sont utilisés qui vont être différents. C'est-à-dire qu'ils s'affranchissent un petit peu du risque d'approvisionnement en diversifiant un petit peu leur technologie par rapport au... Alors je reviendrai sur cet aspect-là s'il y a des questions là-dessus. Effectivement, maintenant les industriels commencent à développer des matrices de criticité, c'est-à-dire qu'ils disent, ben voilà, on a des éléments qui vont vraiment avoir un gros impact pour Renault si on ne l'a pas, et puis quels vont être le risque sur le prix, l'approvisionnement. Et puis par rapport à ça, ben, ils vont construire ces matrices de criticité en disant effectivement, nous chez Renault, ce qui a le plus d'impact, c'est qu'on n'ait pas d'aluminium. Par contre, on sait que ce qui va être le plus grand risque sur le prix, l'approvisionnement, ça va être par exemple les terres rares. Mais nous, on a beaucoup besoin d'aluminium dans notre le développement des moteurs avec le remplacement de pas mal d'aluminium. Chez Renault, ça a forcément un impact sur leur production. Je passe. Alors maintenant, il y a tous les gouvernements qui se saisissent de ces problèmes d'approvisionnement par rapport à l'aspect industriel. Même Montebourg commence à discuter de cet aspect-là. Et effectivement, il y a beaucoup de documents qui sont produits à la fois par l'Union européenne, à la fois par le gouvernement américain pour, voilà, effectivement, on a des besoins en ressources, quelles vont être les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour couvrir ces aspects ressources. Le recyclage, je vais passer. Je suis vraiment désolée, hein, je pensais avoir plus de temps. Et puis juste finir sur cet aspect-là, du coup l'épuisement de la ressource, si on reste bien sûr dans le modèle économique dans lequel on est actuellement, ça ne veut pas dire que c'est forcément le meilleur. Est-ce qu'il y en aura toujours assez? C'est une vraie fausse question. On peut se poser la question là sur différents éléments si on reste sur un raisonnement statique. Mais il faut raisonner dans un raisonnement qui est évolutif. Il y a 2 ans, il y avait une conférence sur l'uranium à Orsay. Le premier conférencier à passer, c'était le chef de la section exploration à Areva, qui disait effectivement, il présentait plein de graphiques actuellement. Si on continue comme ça avec l'utilisation actuelle, l'évolution des pays qui utilisent l'énergie nucléaire, en 2020, il n'y aura absolument plus assez de carburant pour notre industrie nucléaire et on sera en panne de ressources. Il faut absolument développer l'exploration, lancer des gros programmes d'exploration. Et puis 10 minutes après, il y avait les physiciens qui expliquaient que eux, ils montraient que les technologies de demain en physique permettaient d'utiliser 10 fois moins d'uranium pour produire la même énergie. Donc on raisonnait en statisme technologique alors qu'on n'avait pas effectivement la même... Donc effectivement, dans l'épuisement de la ressource, il faut avoir un raisonnement dynamique. Bien sûr, face à la croissance et à la demande, s'interroger sur l'ambiguïté de dire si on veut relancer la croissance, il faut relancer la consommation. Si on veut relancer la consommation, il faut avoir des produits pour les trucs. Relancer l'exploration minière, développer les nouveaux procédés, les prix, le recyclage, et puis bien sûr, l'aspect important, c'est la démographie. On vient de passer les 7 milliards d'habitants. Qu'est-ce qu'il en sera en 2020 ?
Et du coup, c'est distinguer la problématique de l'épuisement de la ressource par rapport à celui de la rareté qui est liée à des capacités insuffisantes de production. La ressource est là, il faut aller la chercher, mais à quel prix? Et est-ce qu'on va rester dans cette dynamique de consommation, etc. Je vais rester là-dessus, même si j'ai plein d'autres. Alors, est-ce qu'il y a des petites questions, ou des grandes? Oui, essayez de vous présenter à chaque fois quand vous prenez la parole au micro. Pierre Sabaton, université. Tu veux le micro peut-être? Non, c'est mieux le micro, sinon pour l'enregistrement, on t'entendra pas. Bonjour, oui, je disais Pierre Sabaton, université de Caen. Dans les cours de métallogénie, il y a encore 10-15 ans, on utilisait la distinction fondamentale entre ressources et réserves. Oui. Et vous avez toujours parlé de ressources dans les deux sens, là où moi j'ai mis des réserves pendant longtemps, et sans faire de distinction entre les gisements exploitables et les gisements potentiels. C'est une tendance ou c'est juste un... Oui, mais ça continue. Vous avez les ressources prouvées, les ressources définies, les ressources... Voilà, ça reste... mais quand on définit ça pour un industriel ou un exploitant, c'est qu'on a déjà un gisement. Voilà. Après... Oui, parce que ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, justement, on disait aux étudiants, surtout vous faites bien la distinction, parce que les ressources ne sont pas épuisables par définition, la réserve, si. Ouais. Et que finalement, tous ces titres qui portent ressources ou épuisement des ressources, ça n'a pas de sens. D'un point de vue métallogénique, ça n'a... D'un point de vue géologique, ça n'a aucun sens, c'est un sens économique, uniquement. Ouais. Oui, Christophe Durand, je suis professeur de lycée. J'ai deux petites questions. Une question sur le pétrole et ses utilisations pour tout ce qui est matériaux plastiques, c'est-à-dire la partie non énergétique, qui a peut-être été évoquée indirectement dans le moteur Renault, je ne sais pas. Donc moi, quand j'étais étudiant, j'avais, il y a quelques temps déjà, les professeurs de chimie évoquaient le problème que l'épuisement des réserves de pétrole allait avoir des conséquences aussi très fortes sur l'industrie des plastiques, qui est évidemment très importante dans notre vie. Tout à fait. Donc ça, c'était il y a 30 ans, et comme vous insistez sur l'aspect instantané de ce genre de réponse, est-ce qu'il en est de même aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que compte tenu peut-être des changements de matériaux, des matériaux de substitution, etc., ou de la moindre utilisation, ça devient moins embêtant, ou est-ce que c'est au contraire plus critique qu'il y a 30 ans? Je n'ai aucune information depuis, donc ça me revient par rapport à la problématique. C'est effectivement les industriels, ce que je montrais dans les matrices de risque. Ils construisent des matrices de risque et ils essayent en fonction des matériaux ou des aspects pétroliers, des métaux qui vont pouvoir de se dire, ben voilà, on va faire peut-être de la substitution. Donc par exemple, une industrie qui était... j'arrive pas à trouver d'exemple, mais on utilise énormément le nickel. Maintenant, on va remplacer le nickel par le manganèse. Ou dans les moteurs, on va mettre beaucoup plus d'aluminium qu'avant, puisque l'aluminium est quelque chose qui est beaucoup plus... Donc les industriels, la problématique reste présente, mais ils vont plus développer d'innovations technologiques pour pouvoir substituer, remplacer et utiliser d'autres matériaux. Du point de vue quantitatif, est-ce qu'il faut qu'on garde un trésor de guerre de pétrole pour cette exclusivité de formation de matières qui ne sont pas substituables dans certaines utilisations et arrêter de tout brûler pour faire de l'énergie? Ou est-ce que non, finalement, il faut être optimiste et de toute façon tout est remplaçable non, mais après, dans les couloirs des industriels, qu'est-ce qui se dit, quoi? Je sais pas, moi Dans les couloirs des industriels, il faut, je veux dire, après il y a la vision, c'est ce qu'on dit, le développement durable, il y a la partie économique, la partie sociétale et la partie... voilà, quand on voit les prix des matières qui flambent, faut exploiter à tout prix puisqu'on peut le vendre à haut prix et on est rentable. Donc voilà, les industriels, ils ne sont pas dans la philosophie de garder du pétrole. Voilà. Et donc une mini-question de vocabulaire, sur une diapo, il y avait marqué minerai et vous aviez une goutte de pétrole, un charbon et puis un minerai classique. Oui. Et vous avez employé plusieurs fois ressources minérales pour le pétrole. Est-ce que nous, alors là c'est vraiment avec nos élèves, est-ce que, puisqu'on s'échine à montrer que le pétrole c'est organique, est-ce qu'on peut parler de ressources minérales, sachant que la distinction minérale organique,
c'est pas gagné pour tout le monde. Tout à fait. Ben ça, c'est une notion, effectivement, je vous ai mis exprès les deux définitions par rapport au minerai. Tout le monde entend parler du minerai de charbon également. C'est exactement la même chose. Le minerai de charbon, c'est quelque chose qui est lié. Ressources minérales. Ah non, moi j'ai pas parlé. Ah, j'ai peut-être fait un lapsus alors, effectivement. Par rapport aux ressources minérales, on est bien d'accord sur ce qu'on entend par ressources minérales qui vont être les matériaux, les minéraux et puis les métaux. Les ressources carbonées vont être le reste. Par contre, dans le minerai, si on prend une définition vraiment très large avec tout solide, liquide ou gaz à valeur économique, le charbon rentre dedans, le pétrole rentre dedans, etc. Bonjour, Olivier Abissot, professeur de lycée. Je pose une question un peu naïve. Je ne suis pas industriel, mais si je l'étais, peut-être que je me pencherais davantage sur le recyclage à toute crainte. C'est-à-dire que la question que je pose, c'est pourquoi les industriels, sachant que certains matériaux peuvent les mettre dans des situations critiques, économiquement en tout cas, pourquoi le recyclage n'est-il pas davantage développé? Pourquoi ça n'est pas, même à la limite, presque la majorité des matériaux qui sont issus du recyclage? Je ne l'ai pas présenté, mais effectivement, j'ai une partie recyclage. Si, les industriels sont très sensibles par rapport à ça. Et quand on parle de recyclage, il faut regarder les capacités de récupération qu'on a. Je vais axer sur les métaux. Et donc, ils sont très sensibles à faire maintenant des alliages qui permettent ensuite de pouvoir reséparer les métaux. L'aluminium, j'ai donné l'exemple, c'est quelque chose qui est facilement recyclable, mais il y a plein d'alliages qui sont faits où il y a différents métaux. Ensuite, on a des problèmes, on sait le faire, mais des problèmes énergétiques monstrueux pour pouvoir reséparer à nouveau les éléments métalliques. Donc non, les industriels sont très sensibles à ça et c'est une voie qui est développée énormément. On peut parler, mais Veolia est très sensible à ça et développe une R&D par rapport à ça qui est assez conséquente. Renault aussi, d'ailleurs. François de Carlo, retraité, prof de lycée. Vous avez parlé du lithium et on en parle beaucoup, vu l'utilisation dans les batteries. Le lithium, on le trouve essentiellement aujourd'hui dans les salars en Amérique du Sud. Qu'en est-il des gisements salifères, entre guillemets, chez vous? Est-ce qu'il existe du lithium dans tous les gisements salifères anciennement exploités? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Non, il n'y a pas d'études là-dessus. Dans ceux qui sont dans les évaporites qui sont connus dans le bassin de Paris, il n'y a pas d'études qui sont faites là-dessus. Je ne pourrais pas vous dire s'il n'y a pas de lithium, mais en tout cas, on n'a jamais regardé, on ne s'est jamais penché par rapport à ça. Il y a un petit peu le lithium magmatique qui est connu dans le Massif central avec un silicate, le spodumène, mais qui est économiquement absolument pas rentable actuellement. Mais dans les bassins évaporitiques, on n'a pas regardé. Si je peux me permettre à ce sujet-là, il me semble que tu me reprendras si je raconte des bêtises, c'est plutôt le pétrole. Il me semble que le lithium est un élément qui précipite très très tardivement dans la séquence évaporitique. Oui, c'est vrai. Donc en fait, on va d'abord précipiter les sels les plus communs, comme le sulfate de calcium ou le chlorure de sodium. En fait, le lithium échappe souvent à ce processus-là. C'est pour ça que les bassins anciens salifères sont riches en lithium que dans des cas où géologiquement on a pu atteindre ce degré d'évaporation. Oui, non, c'est exact. Vous avez une dernière question? J'en profite alors pour une dernière question, parce que vous avez commencé justement en rappelant, en prenant l'exemple de l'aluminium, qu'en termes d'abondance, c'est fabuleux, mais en termes de disponibilité, on n'a pas grand-chose, et en disant que peut-être que les réserves de demain seront dans les gisements potentiels de granit d'aujourd'hui. Mais techniquement, là on est encore au stade de science-fiction, où on a avancé sur ce domaine. C'est-à-dire que dans l'absolu, certes, mais entre les études et l'exploitation, on est à un pas de temps à 50 ans ici ou plus?
Ça dépend de la politique qui sera mise par rapport à ça et puis de l'énergie qu'on voudra mettre dans cette séparation. Après, tout est un problème énergétique. Quand on veut séparer des minerais, quand on va faire les processus minéralurgiques et métallurgiques, il faut de l'énergie et de l'eau. Voilà, c'est la base. Et ce qu'il nous faut également pour nous vivre. Donc quel est le potentiel énergétique qu'on veut mettre pour pouvoir séparer l'aluminium qui est présent dans les feldspaths? Technologiquement, c'est pas... Ça se fera si on met l'énergie nécessaire. Ça se fait déjà en Russie. Oui, c'est pas la science-fiction de se dire qu'on peut séparer l'aluminium des feldspaths. C'est technologiquement réalisable, mais à un prix énergétique beaucoup trop élevé actuellement. Merci. On va passer à la deuxième conférence.